Bonjour chers frères et sœurs, j'espère finaliser la vidéo ou la série de vidéos sur la comparaison ou à propos de la comparaison entre la culture de l'Égypte antique et la culture des peuples akans. Alors, ceux qui veulent nier que la culture de l'Égypte antique est africaine et rien d'autre, on a vu de quelle façon les anciens Égyptiens honoraient leurs ancêtres, honoraient les morts. Il y avait tout un culte pour les morts. Les statuettes, les statues de Pharaon et autres, c'est des cultes liés aux ancêtres, soit aux ancêtres royaux ou aux autres ancêtres. Mais dites-moi, dans la culture indo-européenne, est-ce qu'on honorait les ancêtres? Hein? Qu'ils me répondent à cela, ces suprémacistes blancs-là, qui ont fait de la falsification d'histoire. J'ai aimé l'expression du professeur Covey qui a dit « c'est de la mythomanie mémorielle ». Les Indo-Européens ne vénéraient pas les morts. Eux, ils incinéraient les morts, ils les incinéraient. Mais si tu as incinéré ton parent, que tu as répandu ses cendres, il n'y a pas de trace pour son culte. Il n'y a pas de trace pour son culte. Vous voyez? Donc cette culture de l'Égypte antique, qu'on ne s'amuse pas à aller dire que non, ce sont des blancs à la peau noire, les Égyptiens anciens étaient des blancs à la peau noire, des choses comme ça, c'est pas scientifique, et puis c'est ridicule même. Hein? À un moment on dit, c'est mytho-mythique, pour lier ça aux Sémites. Mais les Sémites, quel culte des morts ils faisaient? Dites-moi le nom du culte des morts chez les Sémites. C'est-à-dire les Arabes, les Hébreux, les Amoréens et autres là. Hein? Où ça? Comment ils honoraient leurs morts? Vous voyez? Rien que la question de la vénération des morts, du culte des ancêtres, ça prouve que l'Égypte antique est africaine et rien d'autre. Voilà. Il faut arrêter cela. Alors donc je vais poursuivre donc cette vidéo là. Et j'ai fait une vidéo sur les Amérindiens. Quand j'ai parlé des caciques, il y a un suprémaciste blanc qui me dit que non, cacique là, c'est un mot d'origine arabe et puis hébreu. Je dis mais pourquoi est-ce que avant que les Européens aillent en Amérique, on ne parlait pas de caciques? Qu'ils me disent dans quelle source, dans quel ouvrage concernant les Hébreux et les Arabes, on parle de caciques. Vous voyez? Des gens qui ne sont pas des scientifiques, qui utilisent des mensonges et qui veulent se faire passer pour scientifiques. C'est ça qui est malheureux. Alors donc nous poursuivons en disant que les Akans, comme nous l'avons indiqué, honoraient beaucoup leurs ancêtres, tout comme les anciens Égyptiens. Et la fête qui est appelée fête des Ignam, bon, en français c'est comme ça qu'on le dit, c'est avant tout une fête qui commémore les ancêtres royaux et puis les autres ancêtres. Quand le roi offre la nouvelle Ignam aux mânes des ancêtres, etc., bon, les autres familles aussi le font pour leurs ancêtres. Alors il y a aussi ce qu'on appelle le rite d'ouverture de la bouche. C'est comme ça que cela a été traduit en français. Alors ça consistait pour le fils du défunt à capturer à la chasse l'âme échappée du corps de son père et à l'y réintroduire. Mais je pense que cette information qui est donnée par des égyptologues, le sens n'est pas bien expliqué par eux. À première vue, l'information paraît énigmatique. Comment aller à la chasse rechercher une âme? Comment on peut aller à la chasse pour rechercher une âme? Non, ce n'est pas possible. Les croyances akans permettent de comprendre ce rituel égyptien. En effet, chaque âme humaine est censée être symbolisée par une figure animale. C'est ce que les Indiens appellent Bafa,
qui n'est autre que le principe du totémisme. Donc c'est lié au totémisme. Dites-moi, chez les Indo-Européens, là, le totémisme était pratiqué? Non. Chez les peuples sémites, le totémisme était pratiqué? Non. Voilà le problème. C'est donc l'animal totem en question que le fils du défunt va chasser. Voilà. Donc vous voyez, le totémisme en Afrique permet de comprendre cette idée concernant l'Égypte antique. Aller à la recherche d'une âme. C'est lié donc au totémisme. C'est donc l'animal totem en question que le fils du défunt va chasser. Car le fils et surtout le fils aîné, croyait l'Égyptien, a une personnalité qui est la continuation de celle de son père. On reconnaît là le principe d'un taureau, ce que les Akans appellent un taureau, notamment les Ashantis, ceux qui parlent le cri, ils appellent cela le taureau. Que les Fanti appellent Edjabosom et que les Agnis appellent Bessianzi Bosson, c'est-à-dire l'esprit protecteur du père. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est lié aux esprits tutélaires qui sont vénérés en ligne agnatique, c'est-à-dire en ligne paternelle. C'est ce que ça veut dire. C'est ainsi qu'en vertu de ce principe-là, Lourit, fils du pharaon Osorkon, est devenu grand prêtre au nom de ce dernier. Voilà. Parce que ça rejoint le fait que ce que les Nzma, un peuple akan, qui est à la fois en Côte d'Ivoire actuelle et au Ghana actuel, dit quoi? C'est-à-dire qu'on appartient par le sang au matrilignage de sa mère, mais on vient par l'esprit du village de son père. L'esprit est conféré par le père, le sang est conféré par la mère. Voilà, c'est comme ça. Et donc, par l'esprit, Lourit est devenu grand prêtre au nom du père, au nom du pharaon Osorkon qui était son père. Donc, c'est comme ça. Oui. Donc, on comprend bien la culture de l'Égypte antique si on fait une plongée dans la culture des peuples d'Afrique. Alors, il est dit que les Égyptiens avaient coutume de disposer lors des funérailles des vases dans la tombe du défunt. Vous voyez. Ainsi, les textes font état de vases canopes fournis par la dotation funéraire de Toutankhamon pour des gens moins importants et qui comportent des figurines de cire des 4 enfants de or. Eh bien, les Akans de même disposaient de statuettes funéraires en terre cuite sur les tombes et en des lieux spéciaux en l'honneur de leurs morts. Et puis aussi, ils avaient des vases. J'ai fait une vidéo sur les... comment j'appelle ça? Les images culturelles de mes vidéos. Vous pouvez voir ça. Il y a des vases. Les Akans appellent ça kouroua. Il y a des vases qui servent à honorer les ancêtres. Vous voyez. On voit la même chose. Et puis les Égyptiens paraient leurs morts d'un anneau d'or, souvent une bague chevalière qu'ils avaient aimé porter de leur vivant. Toutankhamon en portait à chaque doigt. De cela, les Akans faisaient également la même chose. Les Akans faisaient la même chose. Quand vous voyez les rois, les reines, Lohine, le roi, Lohima, la reine, ils ont des chevaliers à leurs doigts. Et en or massif. Voilà, en or massif. Dites-moi, les peuples sémites là, ils faisaient des chevaliers? Non. Alors, parmi les soins que les Égyptiens apportaient aux défunts, il y a la momification dans laquelle intervient la cérémonie d'amaillotement des jambes. L'on met 4 sachets de plantes enquime à l'extrémité des jambes du mort. Eh bien, même groupe Akan momifie aussi les morts. Ça, pour le faire, la technique était très simple. On faisait un trou qui épousait les contours des fesses du défunt et puis on posait le défunt dessus. Et on mettait de l'alcool à un degré très élevé qu'on mettait dans la bouche du défunt et pour que cela imprègne tout son corps. Et l'alcool fort donc séchait les tissus du défunt. C'est comme ça que on momifiait les gens. Et puis ensuite, maintenant, le corps était mis sur des clés et puis on mettait du feu et puis un peu avec la chaleur du feu et puis aussi du soleil. Et puis ça séchait le corps, mais le corps restait intact.
C'est comme ça qu'on momifiait les morts. Oui. Donc, même groupe Akan momifiait les morts. Les Betibé, les Eotilé, ils momifiaient les morts. Alors, en une semaine de traitement, déjà, le corps est desséché. Voilà. Et puis, le raccornissement des chairs dont l'état restait stable moyennant quelques fumigations et expositions au soleil. C'est ce que je viens de vous dire. Une plante de la famille des agavacées concernant les Eotilés, dite Dracena arborea guineensis, que les Mekibo, les Eotilés appellent Ebobia, et que les Agnis sans vie appellent Ewanzak Payen, était placé au chevet et près des jambes du défunt. Ouais. Donc on met cette plante-là, dont le nom scientifique est Dracena arborea guineensis. On met cela au chevet et puis au niveau du pied. Vous voyez la similitude entre ce que font nos populations à Caen et puis ce que font les anciens Égyptiens. Le lien est très clair. Et à ce propos, vous pouvez lire la thèse de Jean Paulet, qui a fait une thèse d'État sur une thèse d'État concernant l'archéologie en pays Betibé, chez les Eotilés. Il parle de cela, il en parle. Voilà, il en parle. Donc, je cite ici une source. Donc, Égyptiens et Akans croyaient en la puissance de la parole. Pour eux, le nom exprime l'essence même d'un être et d'un objet et lui confère l'existence. Nommer les choses revient donc à les créer. Prononcer le nom propre d'un individu, c'est le faire vivre dans une création permanente. Mais c'est ce que les Hébreux ont pris en Égypte antique. C'est pour ça qu'ils disaient qu'on ne prononçait pas le nom de Yahvé. On disait Hachem, le nom, ou bien Adonai, Seigneur. Mais le nom Yahvé, là, Yod He Vo He, là, le tétragramme, là, ils ne prononçaient pas. Ça vient de l'Afrique parce qu'ils ont séjourné en Afrique. C'est ça les faits. Voilà. Donc, l'on peut le faire dans une intention favorable, mais aussi on peut le faire pour nuire à la personne. C'est conformément à cette croyance au pouvoir de la parole que l'on fait des libations en nommant les âmes et les esprits qui sont invoqués. Voilà. Les Akans, tous les Africains font des libations. Les anciens Égyptiens aussi, ils font des libations. Et ce sont les Hébreux qui ont emprunté cela, faire des libations. Quand vous lisez le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, Moïse, il est dit dedans, Moïse faisait des libations. Voilà, c'est ça le problème. Alors, chez les Akans, cela a deux aspects. Quand il s'agit de paroles d'imprécation, c'est ce qu'on appelle Sassabo, ou Amoua, ou Bodua. Mais quand c'est le contraire, on appelle ça Mpaïbo. Voilà. Donc, quand c'est pour dire des paroles bienveillantes, on appelle ça Mpaïbo. Mais quand c'est pour dire des paroles qui attaquent la personne, on appelle ça Sansabo. Bebo Sansan. Voilà. Ou bien Amoua. Bebo Amoua. Voilà, c'est ça. Ou bien Bodua en cuit. Donc, vous voyez, c'est cela. Invoquer donc les défunts pour les Égyptiens consiste à appeler leur cas et leur bas. Le cas, c'est un peu comme le principe de vie qui est dans la personne. Et puis le bas, c'est l'âme. Donc le cas, c'est comme l'esprit immortel de la personne. Et le bas, c'est l'âme immortelle de la personne. Mais à mon avis, cela renvoie chez les Akans au Kra et au Susumi. Mais je disais que Eva Mirovic pensait que le Kra était lié au Ka. J'ai dit non. Le Kra, c'est l'âme et le Susumi, c'est l'esprit. Voilà. Si bien que quand le christianisme a été introduit chez les Akans, l'Esprit Saint, ils l'ont appelé Susum Kronkron. Donc ça dit que Susum, ça renvoie à l'esprit. Ils ont appelé l'Esprit Saint Susum Kronkron. C'est comme ça. Ou bien Susumi Wanza Wanza. Voilà, donc c'est les faits. Alors donc l'iconographie représente la manifestation du bas sous les traits d'un être fantastique, mi-homme, mi-oiseau. Le bas a la faculté de se transporter au lieu de son choix en étant record, aussi conduit-il le défunt à travers le grand lac Kousson. Les Akans croient aussi que les âmes des défunts traversent un cours d'eau. Aussi un peu d'or était mis dans la tombe afin de payer la traversée. Vous voyez la similarité, chers frères. Traverser le grand lac Kousson chez les anciens Égyptiens. Le mort traverse le grand lac Kousson chez les Akans. Et bien aussi, le mort, le défunt, on met un peu d'or parce que la poudre d'or, c'est la monnaie des Akans. Ça permet aux défunts donc de traverser cette rivière-là, ce cours d'eau.
Alors, l'institution royale égyptienne reposait sur des conceptions sacrées. Il existait un double courant énergétique et religieux d'une force considérable entre le pharaon et son peuple. Héritier entre guillemets des divinités, il recevait la prière et l'offrande de l'Égypte tout entière pour les présenter aux divinités, entre guillemets bien sûr, amenant à lui les faveurs divines pour les répandre sur les habitants du pays. Durant le fêté Ouak, la grande fête des morts, voilà, la célébration donc des morts, le culte des ancêtres, le pharaon offrait des libations de vin en l'honneur d'Osiris Ouzi, implorant ses bénédictions pour l'ensemble du peuple. C'est encore le pharaon qui, après des périodes d'interrègne, venait réformer l'unité salvatrice. Eh bien, ces gestes du pharaon sont aussi ceux du roi chez les Akans. Au moment de la fête des Ignam, on remercie Nyamia, le créateur. On remercie Assier ou Assassé, la terre-mère, parce que la terre est considérée comme un être féminin. Et tous les esprits, y compris les ancêtres. Donc le roi implore pour l'année nouvelle leur bénédiction sur tout le pays et ses habitants. Vous voyez? Donc, si bien que le roi était en sorte l'interface entre le peuple et puis le monde invisible, donc quand il meurt, on estime que c'est un grand désordre à travers un rituel qu'on appelle Bedi Afo. Donc on tue les animaux qui déambulent dans la cité. Voilà. Et puis, il y a un autre rituel qu'on appelle Bedi Mouroua, c'est-à-dire les descendants d'esclaves intronisent un faux roi. Donc on fait une sorte de rituel d'inversion. Mais cela ne se fait pas partout. Hein. Ce n'est pas partout que cela se fait. Notamment chez les Agni Ndenya de la région d'Abangourou, cela se fait. Voilà. Donc, l'intronisation d'un nouveau roi marque le retour à l'ordre salvateur. Vous voyez. Donc, en Égypte antique aussi, quand le nouveau pharaon est installé, c'est comme si l'ordre est là. Donc, c'est comme si c'est la royauté qui fait l'ordre. L'absence de royauté crée le désordre. Voilà. Et puis, il y a une unité binaire, roi et reine chez les Akans, pharaon et reine chez les Égyptiens, avec de part et d'autre un rôle sacerdotal important joué par les deux personnages. Reflet du principe de la dualité. Reflet du principe de la dualité. Nous pensons que l'idée des deux Égyptes unifiées par Narmer, le premier roi, est à réexaminer. C'est ce que je pense. D'ailleurs, la statue du premier roi Narmer, les suprémacistes racistes n'ont pas eu le temps de casser son nez. Donc, on a son image claire. Une image de négroïde. Vous voyez. Vraiment, cette mythomanie mémorielle, comme l'appelle Covey, c'est malheureux. C'est comme quand, dans une vidéo parlant des Amérindiens, j'ai parlé de la civilisation Olmec, avec ces grandes statues de têtes nègres. Quelqu'un a dit que non, des recherches récentes ont prouvé que non, que ça ne vient pas des Noirs. Il dit, mais explique-moi, pourquoi ces têtes-là sont négroïdes? Pourquoi est-ce que ce n'est pas des têtes de caucasiens? Il faut m'expliquer. Vraiment, les racistes ne doivent pas faire de l'histoire. Voilà. Ils pourrissent l'histoire, c'est pas bon. Voilà. Alors, comme je disais, je dis que cet aspect-là, les deux Égyptes, comme on dit, à mon avis, c'est lié en fait au principe de la dualité. Certes, l'histoire indique que chacune des Égyptes avait naguère leur armoirie propre. Mais si cela n'était que symbolique, Wadjit, esprit représenté par un cobra, divinité tutélaire de la basse Égypte, qui crachait des flammes qui protègent le pharaon. C'est le symbole de la couronne du Nord. La couronne de la Haute-Égypte, donc celle qui est au sud, s'associe à Nekbet, symbolisé par le vautour du sud. Et si l'unification de l'Égypte avait été plus spirituelle que temporelle, c'est la question que je pose. Une unification spirituelle des deux esprits tutélaires des deux zones géographiques du pays dont le pharaon a besoin pour l'équilibre spirituel du royaume. Mais c'est une hypothèse de travail. Hein. Alors sur ce sujet, pour l'instant, ce que moi je peux dire, c'est que je pense que c'est lié au principe universel de la dualité. Et puis vous remarquerez que on vous parle du cobra concernant l'esprit tutélaire du delta, hein, du Nil. Mais le cobra, le serpent, c'est un des symboles du matriclan, d'un matriclan à Caen qu'on appelle Assona.
Maintenant, le vautour, c'est un autre symbole d'un matriquant Akan qu'on appelle Kona Asokore, qu'on appelle aussi Asene. Donc vous voyez. Alors, j'ai fait, je crois que, une vidéo sur les sandales, sur les sandales Akan et puis les sandales du pharaon. Alors, il faut dire que la partie de la Nubie, qui est un prolongement aussi de la même civilisation de l'Égypte antique. La Nubie est appelée Ta-Seti, c'est-à-dire la terre de l'arc. Vous remarquez curieusement que Ta, c'est comme ça que les Akans appellent l'arc. La flèche, ils appellent ça Ta. Ils appellent ça Ta. Et puis, il y a des archéologues, deux archéologues, Arkel et Ponansky, qui ont trouvé une ressemblance fort grande entre les lampes découvertes en 1950 dans les tombes de la région d'Ateboubou. C'est un pays bron, chez les brons, de la partie de l'Est, avec les lampes des Égyptiens coptes. Voilà. Avec les lampes des Égyptiens coptes. Alors, par exemple, Ponansky, il a fait justement un article Archaeology, Technology and Akan Civilization. C'est paru dans le colloque interuniversitaire Ghana, Côte d'Ivoire, Bondoukou 1974, de la page 44 à la page 62. Voilà, on cite les sources. Les menteurs ne peuvent pas en faire pareil. C'est ça le problème. Alors, l'écriture égyptienne représente l'être humain dans une position assise, celle de l'homme digne. Or, l'homme détenteur du pouvoir chez les Akans est symbolisé par un tabouret. Voilà. C'est l'être humain qui s'assoit sur un tabouret ou une chaise. C'est l'être humain qui fait ça. Alors, il est dit que les femmes égyptiennes dans l'ancien empire exécutaient une danse en procession dont les participantes étaient munies d'objets ayant la forme de couteaux en bois, peints en rouge. Dans les hymnes adressés à Hathor, qui est en fait une forme de divinité féminine, mais représentée par une vache, elles battent des mains pour assurer la cadence. Voilà. On peut voir cela dans un article d'un auteur qui s'appelle Doukaya, Musicologie comparée Égypte antique, Afrique contemporaine. C'est paru dans la revue Nomade de la page 235 à la page 246. Voilà, donc c'est ça. Alors, on retrouve exactement ces deux formes d'expression musicale chez les femmes Akans, à savoir l'utilisation de morceaux de bois généralement en bambou et le battement des mains appelé abobesanu chez les Nzma. D'ailleurs, cette façon de faire avec les bambous là, les femmes Oudjoukou le font, les femmes Hébriées le font, les femmes Nzema aussi. C'est répandu un peu partout dans le monde Akan d'ailleurs, les femmes Agni également. C'est comme ça. Voilà. Alors, quelques similitudes culturelles comme le sacrifice du rituel humain, comme on le voit dans la palette du pharaon Narmer. Voilà. Sacrifice d'être humain, parce que pour eux, le roi doit être accompagné dans l'au-delà par des serviteurs. C'est ce qui explique justement ce fait-là. Alors, il a dit qu'au niveau politique et administratif, le pharaon est aidé du tiati, c'est-à-dire une sorte de premier ministre, et puis les personnages que les écrits qualifient de grands qui se tiennent devant lui. Voyez. Le roi gouverne avec un tiati, une sorte de quelqu'un qui le seconde, une sorte de premier ministre, et puis ceux qu'on appelle les grands qui se tiennent devant lui. Voilà, les grands qui se tiennent devant lui. Alors vous pouvez voir cela dans l'ouvrage de Herman et Ranke, qui est intitulé La civilisation égyptienne. C'est paru à Payot, aux éditions Payot, Paris 1976. C'est un ouvrage qui fait 749 pages. Nous citons les faits. Alors nous disons que de même chez les Akans, le roi est secondé par un Toufogéné. On appelle Toufogéné. C'est-à-dire le chef qui est puissant. Hein? Il est le plus important des notables. Celui qui seconde le roi. Et puis le roi maintenant est entouré par des grands. Ce qu'on appelle l'Empagnifo. L'Empagnifo, ça veut dire grand, ancien. Vous voyez la similitude. Même dans la gouvernance, bon, c'est le même modèle. C'est un terme qui veut dire grand, Empagnifo. Et puis chaque région égyptienne était appelée Nom, dirigée par un responsable et possédant, entre guillemets, une divinité tutélaire.
une divinité tutélaire. Mais chaque région à Caen où était aussi un magne ou un omagne, c'est-à-dire région et peuple, dirigé par un chef et possédant un génie tutélaire qu'on appelle Bossom. C'est comme ça. Et puis, les Akans, tout comme les Égyptiens, vénéraient les cours d'eau, les sources, etc. Hein, qui étaient sources de vie. Donc, ces cours d'eau et ces sources étaient souvent perçus comme sacrés. Alors, de même, le Nil était perçu aussi comme sacré par les anciens Égyptiens. Alors, si bien que cela s'appelle nilométrie, quand l'eau monte dans les canaux pour permettre l'irrigation des champs, une bonne récolte éventuelle marquait l'année nouvelle. Alors, chez les Akans, notamment, des fleuves comme Pra, Birim, Tano étaient autant de fleuves sacrés chez les Akans qui étaient vénérés à travers les esprits qui les habitent. D'ailleurs, l'esprit du Nil qui était vénéré est appelé Api, qui était figuré comme un être androgyne qui a une poitrine pendante, ventre ballonné, les bras chargés de fleurs, de fruits et de poissons. C'est là l'idée de prospérité. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Alors, donc, comme je l'ai indiqué, concernant les fêtes Opet et Mine et Odura, bon, on voit la même chose. C'est pour ça que j'ai parlé de la procession. J'ai fait déjà une vidéo sur les processions dans le royaume Akan, concernant la procession du roi Akan et puis la procession du pharaon. Voilà. Donc, je termine ainsi ma vidéo sur la similarité entre la culture de l'Égypte antique et la culture Akan. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Alors, il y a des frères qui regardent mes vidéos. Bon, quelquefois, ils disent que non, professeur, tu n'as pas parlé de tel sujet. J'ai dit, mais si. Ça a fait bientôt près de 430 vidéos. 430 vidéos. Il faut les parcourir, vous allez voir. Il faut prendre le temps de les parcourir. Certains m'ont dit, mais professeur, est-ce que vous ne pourrez pas faire une playlist? J'ai dit, mais la playlist existe déjà. Mais même la playlist, il faut la parcourir. Il faut la parcourir. Est-ce que je dois dresser une liste des titres de toutes mes vidéos? Plus de 400? Ça, c'est compliqué. Hein? Ça, c'est compliqué. Mais abonnez-vous à cette chaîne-là, professeur Alou Kwame René. Et cliquez sur la note, sur la cloche de notification. Comme ça, quand je fais une vidéo, vous la recevez. Puis partagez-la. Maintenant, ceux qui ont regardé certaines vidéos, hein, quand ils ont vu certaines vidéos, mais qu'ils partagent pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette vidéo-là puissent la recevoir et la regarder et aussi la partager. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.